Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Invitation au voyage. Aujourd'hui, on avait envie de flâner en Allemagne avec vous, à Wiedensaal, près des cochons, mais aussi à 1 heure de là, à Hanovre. C'est ici qu'a sévi l'un des précurseurs de la bande dessinée, Willem Busch. C'est ici qu'il a aiguisé son humour corrosif, notamment dans un ouvrage devenu culte, Max et Moritz, notre inspiration. Étape en odorama ensuite. Le plateau de Valençol est l'un des plus beaux spots en Provence pour admirer des champs de lavande. Cette couleur semble associée depuis la nuit des temps au sud de la France, et pourtant, vous allez découvrir qu'on a un peu forcé la main à Dame Nature. Il paraît qu'il suffit de serrer fort les orties pour qu'elles ne piquent pas. Vous me permettrez d'en douter et de simplement saliver devant notre recette du jour, celle du lacroeur, une sorte de tourte typiquement albanaise, cuite dans ce drôle de four. Enfin, à New York, on voit son visage partout, triomphant, alangui ou en veuve éplorée. Derrière toutes ces sculptures, il y a une seule et même jeune femme, un modèle propulsé au rang de muse de manière inattendue. Mais qui était-ce ? On vous le dévoilera tout à l'heure. Et pour commencer, comme chaque jour, c'est la devinette. Des prairies et des moutons, nous sommes ici dans le sud de l'Angleterre, dans le comté du Wiltshire. Quelques grandes demeures parsèment ce paysage bucolique, et la vie de château, ça peut coûter très cher. Pour financer son domaine, un aristocrate a eu une idée révolutionnaire dans les années 60. À votre avis, laquelle ? Je vous laisse réfléchir, mais il semble qu'on ait très envie de se prélasser dans l'herbe aujourd'hui, parce que l'inspiration, elle aussi, a pour décor la campagne. Pas loin de Hanovre, en l'occurrence. Une campagne croquée par le dessinateur Willem Busch. Pour la nouvelle année, vous salue ici un virtuose du piano. Avec plaisir et bienveillance, il vous conduit à travers toutes les merveilles de son art. L'auteur de cette histoire illustrée est souvent considéré comme le grand-père de la bande dessinée et comme l'un des plus grands humoristes allemands du XIXe siècle, Willem Busch. Dessinateur, poète, caricaturiste et écrivain, on lui doit Max et Moritz, l'un des livres pour enfants les plus populaires d'Allemagne, paru en 1865 et traduit dans plus de 300 langues et dialectes. Wiedensaal, à l'ouest de Hanovre. Willem Busch voit le jour en 1832 dans ce petit village qui sera pour lui une inépuisable source d'inspiration. Willem Busch a observé de très près la vie à la campagne, et cette expérience s'est largement reflétée dans son œuvre. Les animaux y occupent une place essentielle, aussi bien dans ses dessins d'après nature et ses tableaux, que dans ses histoires illustrées. Les cochons, notamment, y reviennent souvent. Busch raconte que durant son enfance, il a assisté à l'abattage d'un cochon, une scène qui l'a profondément bouleversé. Il a peut-être même traumatisé, lui qui était un garçon très sensible. Devenu adulte, Willem Busch s'attaque aux travers et faux-semblants de la société de son époque, et lui, le protestant, s'en donne à cœur joie avec l'Église catholique. Dans son histoire illustrée Saint-Antoine de Padoue, le religieux finit par tourner le dos à l'humanité et trouve à la fin de sa vie, pour meilleur ami, quoi de plus naturel, un cochon. Son recueil, Saint-Antoine de Padoue, a été critiqué et censuré à l'époque, en particulier par l'Église, à cause de cet épisode du cochon qui monte au ciel, alors que les animaux ne sont pas censés accompagner les humains dans leur ascension. Dans ce contexte du XIXe siècle, c'était scandaleux. Soyez les bienvenus, entrez en paix. Ici, nul ami n'est séparé de son ami. Bien des moutons sont déjà venus.
Alors pourquoi pas aussi un brave cochon? Le cochon grogna, et les angelots chantèrent, et tous deux entrèrent ainsi ensemble. Celui qui sera en conflit permanent avec l'institution ecclésiastique a pourtant baigné durant toute son enfance dans l'univers protestant. À 9 ans, Wilhelm, devenu l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, est confié à son oncle pasteur, Georg Klein, à Ebergötzen, un village de la vallée situé au nord-est de Göttingen. Wilhelm ne fréquente plus l'école. C'est son oncle qui se charge de son éducation et laisse l'enfant s'éveiller au dessin. Il représente l'église et le presbytère, puis réalise un premier portrait, celui du fondateur du mouvement protestant, Martin Luther. D'ici, on a encore une vue sur l'église. Et juste à côté se trouve le presbytère, qui est devenu la nouvelle maison de Wilhelm Busch. Le pasteur Klein était un pédagogue passionné. Et cette formation très diversifiée a profité à Busch tout au long de sa vie. On le remarque dans toute son œuvre. Et quand j'imagine qu'à l'époque, il y avait aussi des livres chez ce pasteur qu'il avait collectionnés et auxquels Wilhelm Busch avait alors accès, cela a été une chance énorme pour lui. L'index levé, cette attitude moralisatrice, on les retrouve aussi dans les histoires de Busch. Il a sans doute connu cela à l'école de Wiedensaal. Et pas seulement cela, mais aussi les méthodes disciplinaires à coups de baguette, qui étaient encore très répandues. C'était une époque où la punition corporelle faisait partie du quotidien. Les enfants, en particulier, étaient durement châtiés et la contestation n'était pas tolérée. Même dans les familles, on frappait. Cette brutalité transparaît sans cesse dans les récits de Busch. La violence, qu'elle frappe les animaux, qu'elle oppose les bêtes entre elles ou qu'elle sévisse entre humains, traverse toute l'œuvre de Wilhelm Busch. Dans son ouvrage le plus célèbre, Max et Moritz, elle atteint son paroxysme avec une fin d'une brutalité inouïe. Les deux garnements qui troublent la quiétude du village par leur farce périssent dans un moulin semblable à celui-ci où vivait l'ami d'enfance de Busch, Erich Barman, le fils du meunier. Ah, que les méchants enfants nous causent donc du tourment. En voici deux, et des pires. Max et Moritz, pour tout dire. Ces deux-là, au lieu d'apprendre que vers le bien il faut tendre, se riaient des bons principes, à s'en éclater la tripe. Mais le mal, ah, pour le mal, là, ils se donnaient du mal. Tourmenter bêtes et gens, marauder effrontément, ça, oui, ça c'est amusant. Que l'église ou que l'école, deux endroits vraiment pas drôles. Mais hélas, 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 la fin remet tout en place. Moi qui sais, mon cœur se glace. Voici donc les aventures, en images, en écriture, de Max le joyeux vaurien et de Moritz son copain. Qui étaient Max et Moritz? C'étaient des personnes réelles? Busch l'a toujours nié, je le précise d'emblée. Mais quand on regarde les deux personnages, ils ressemblent à Erich et Wilhelm. Erich Barman, le fils du meunier, c'était Max. Il était un peu plus costaud, avait un visage rond et des cheveux noirs. Et Moritz, c'était clairement Busch. Et comme ici, à Ebergötzen, on a lu son livre. Tout le village en parlait, bien sûr. Et les gens disaient aussitôt « Ah, il s'est dessiné lui-même avec son ami ». Il y a 7 farces. On y trouve la veuve Bolt, la pauvre femme qui perd aussi ses poules, le tailleur Buck qui tombe à l'eau, l'instituteur qui est pulvérisé dans les airs, et puis cette fin effrayante, où Max et Moritz sont précipités dans les entonnoirs à grains du moulin. C'est ma scène préférée. Vraiment. Tu te doutes bien que cela ne s'est pas passé de cette façon. Mais Wilhelm Busch voulait assurément faire figurer le moulin, car c'était pour lui un lieu essentiel, qu'il a marqué toute sa vie et qu'il tenait à immortaliser dans son œuvre. À 15 ans, Wilhelm Busch part pour la grande ville de Hanovre afin d'y poursuivre ses études.
La révolution industrielle bat son plein. Les populations rurales affluent. Une nouvelle organisation de la société se met en place. La bourgeoisie montante affiche sa réussite dans les quartiers aisés et dans les universités on débat des nouvelles idées politiques et sociales qui agitent aussi le prolétariat. Ce qui est remarquable durant la période d'études de Willem Busch, c'est qu'il a vite compris que le souhait de son père, de le voir étudier l'ingénierie mécanique, n'était pas en accord avec ses propres ambitions, qui étaient artistiques. Et lorsqu'on examine aujourd'hui ces notes de cours, qui ont été conservées, on trouve soudainement de minuscules portraits miniatures entre les formules mathématiques et les dessins géométriques. En 1848, l'Allemagne est en pleine effervescence. Une mosaïque d'États à l'aube d'une révolution. Dans les grandes villes, on dresse des barricades, on se soulève contre les autorités locales et l'on aspire à une Allemagne unifiée. À Hanovre aussi, le climat est troublé. Busch se prend d'affection pour les tavernes, ces lieux où l'on discute, boit et fume, à l'image de l'actuel Gaststätte Kaiser, proche de l'université. Les différentes personnes qu'il a rencontrées ici, les courants intellectuels qu'il y a découverts, tout cela l'a sans doute profondément marqué durant sa jeunesse. Il a été un témoin fondamental de son époque. Grâce à un incroyable sens de l'observation, il percevait le comportement et la physionomie de son entourage, puis les transformait en histoire illustrée. Il était très influencé par les philosophes Schopenhauer et Nietzsche. Il partait du principe que l'être humain vient au monde foncièrement mauvais. Busch veut devenir peintre. Il parcourt l'Europe pour apprendre. Mais il a besoin de gagner sa vie, alors il raconte des histoires en images. Et très vite, on lui reconnaît un véritable talent. Dans ces histoires illustrées, Willem Busch porte un regard très acéré sur son environnement. Il y montre le plus souvent l'hostilité du monde, la bassesse des hommes, leur hypocrisie. Par ce biais, il tend aux hommes un miroir, d'une manière à la fois satirique et pleine d'humour. Il a véritablement inventé un nouveau genre. Je trouve très inspirant qu'il ait directement intégré un texte en rime. Il a combiné des histoires illustrées avec des rimes bien avant tout le monde. C'est vrai. Il capture non seulement le mouvement, mais aussi et surtout les émotions des personnages. On perçoit clairement à sa façon de se déplacer si le personnage a peur, s'il est joyeux ou s'il est ivre. Souvent ancrées dans un cadre rural, les histoires illustrées de Willem Busch prennent aussi pour cible les habitants de la région de Hanovre, qu'il dépeint comme réfractaires au changement, fermement ancrés dans leurs habitudes. On voit ici des personnages au bonnet pointu, le rustre un peu vulgaire, le petit bourgeois, ces personnes satisfaites d'elles-mêmes qui ne voient en réalité pas plus loin que le bout de leur nez et ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts. Ces histoires en images qui tournent la société en dérision connaissent un immense succès. Largement diffusées, elles assurent à Willem Busch fortune et célébrité au point que l'empereur Guillaume II, à la tête d'une Allemagne désormais unifiée, lui adresse ses vœux d'anniversaire. Mais Busch, insensible à cette gloire, préfère s'effacer peu à peu du monde pour se consacrer à la peinture. Il ne voulait pas que qui que ce soit vienne lui rendre visite. Il pouvait ainsi partir se promener à travers les champs et les prairies avec ses chevalets et peindre ce qu'il voulait vraiment montrer. Il a réalisé de nombreux dessins d'après nature. Mais Willem Busch ne montre jamais ses toiles, se jugeant indigne des grands maîtres hollandais qu'il considère comme son modèle. Willem Busch a écrit un jour « Qui est seul et bien loti ?» Et c'est précisément cette solitude, loin de l'agitation des grandes villes, qu'il a pu vivre et savourer ici, au cœur de cette nature merveilleuse, sans être dérangé. Sans avoir à supporter de vacarme inopportun, il pouvait enfin peindre en toute tranquillité.
Dans l'un de ses nombreux poèmes, deux vers surgissent soudain, dévoilant une facette méconnue de Willem Busch, peut-être refoulée toute sa vie. La somme de notre vie, ce sont les heures où nous aimons. En Allemagne, Thomas Chauvineau, lui, il a décidé de nous parler d'amour. Une histoire d'amour qui s'est déroulée il y a 300 ans et qui fait encore parler d'elle. C'est le clin d'œil. Oh, ils sont mignons ces deux-là. Chaque fois qu'ils se voient, leurs petits cœurs font boum boum boum. Lui, c'est Philippe Christophe de Königsmarck. Elle, Sophie Dorothée de Brunswick-Lunebourg. On raconte qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Mais les parents de Sophie ne veulent rien entendre. Ce Philippe est certes noble, mais il n'a pas grand-chose à proposer. Tu épouseras futur Georges, lui est plein d'avenir. Il a des titres et des terres en Allemagne, et surtout, il est futur Georges Ier, roi de Grande-Bretagne, même si au moment du mariage, on ne le sait pas encore. Les voilà unis devant Dieu, même s'ils sont cousins germains. Dans leur milieu, ça se fait. Ils vivent au château de Hanovre. Futur Georges est infidèle et violent. Il aurait tenté d'étrangler sa femme. On ne peut pas en vouloir à Sophie si elle trouve du réconfort dans les bras de Philippe. Ils s'écrivent beaucoup. 300 de leurs lettres sont aujourd'hui conservées à l'université de Lund en Suède. Philippe a des origines suédoises. On raconte qu'elles sont encore brûlantes de leurs mots d'amour. Même quand ils ne se voient pas, leur petit cœur continue de faire boum boum boum. Seulement voilà, leur romance, ça commence à se savoir. Et ça ne plaît pas du tout au mari futur Georges. Et un soir, le petit cœur de Philippe fait un dernier boum. Il meurt dans un guet-apens, possiblement organisé par futur Georges. Sophie est enfermée dans un château où elle mourra 32 ans plus tard. Futur Georges devient Georges Ier et ses descendants de la famille Hanovre, rebaptisés depuis Windsor, montent toujours sur le trône. Jusqu'à très récemment, le corps de Philippe n'avait pas été retrouvé. Mais plus de 300 ans après sa disparition, des ouvriers qui restaurent le château d'Hanovre découvrent un squelette. Et tout s'emballe. Et si c'était lui ? Il y a de quoi. En Allemagne, les crimes ne sont pas prescrits. Et si le dossier est rouvert, la famille Windsor risque bien d'être encombrée par cet ancêtre. Mais les analyses ADN sont formelles, ce squelette n'est pas celui de Philippe. Dommage, on aurait aimé voir les amants réunis côte à côte dans la tombe et qui sait, leur petit cœur aurait peut-être fait boum boum boum. Ce bouquet, il vient des Alpes de Haute-Provence. Tout le monde associe ce petit coin de l'Hexagone aux immenses étendues de lavande. Et pourtant, vous allez voir que la lavande et la Provence, c'est un peu un mariage arrangé. On est né dedans, si on peut dire, voyez, mais quand même, on arrête le tracteur quand on travaille pour contempler, voyez, on ne se lasse pas. Pourtant, on devrait être habitué, ben non, c'est quelque chose qui vous prend au cœur, voyez, c'est beau, voilà, tout simplement. Il n'existe pas au monde de carte postale plus odorante que celle-ci. Des champs de lavande ondulant sous un ciel d'azur. Une Provence éternelle, bénie des dieux, qui s'est épanouie dans une palette de mauve bleuté. Ces paysages, pourtant, ont moins d'un siècle d'existence. Ils sont le fruit d'une invention de parfumeur. À près de 1000 mètres d'altitude, en Drôme provençal, le climat est sec, la terre âpre à cultiver. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on y vit chichement, de l'élevage avant tout. Et aussi de la cueillette d'un type de lavande, dite lavande vraie, qui s'accommode de ce sol calcaire et qui apprécie l'altitude. C'est assez rocailleux, il y a pas mal de pierres. Donc là, on voit bien, il y a des pierres de partout. C'était entretenu par les troupeaux, que ce soit brebis ou chèvres. Et les gens, chaque année, ils coupaient les lavandes, donc elles étaient belles, elles se développaient. Et les pêcheurs, ils venaient à pied du village jusque là-haut. Et ici, couper à la main. C'était, je pense, un très dur labeur. La lavande, ça a toujours servi à se soigner.
Pas que les petits bobos, les rhumes, et puis ils s'en servaient beaucoup pour les animaux aussi. Chaque fois qu'il y avait des infections et tout, il n'y avait pas tous ces médicaments qui existent. Et il y avait la pénicilline et la lavande. Les graines bleutées de cette lavande très odorante mettent du baume sur les rigueurs du quotidien. Brûlées dans les foyers, elles permettent, dit-on, d'éloigner la peste. Consommées sous forme d'infusion notamment, elles révèlent toutes sortes de propriétés médicinales. Mais seule la plante poussant à l'état sauvage est alors récoltée. C'était pas de mode de faire la lavande. Et les gens, ils pensaient le blé pour faire le pain pour manger et le fourrage pour les chèvres, pareil, pour avoir le lait, les tomes, les brebis. Ils se sont aperçus que ça rapportait un peu de l'argent quand même. Ça rapportait plus que les chèvres, tout et tout. Donc ils ont mis des champs en culture. Si la lavande est peu à peu cultivée sur ces hauteurs au tournant du XXe siècle, c'est parce qu'à l'autre bout de la Provence, dans la ville de Grasse, les parfumeurs sont en quête de quantités toujours plus importantes de cette plante odorante. Avec, ils fabriquent des savons et des parfums et répondent ainsi à la demande de la bourgeoisie des villes, mais aussi désormais à celle de la classe ouvrière. Dans des villages comme celui de Mévouillon, les bergers se font planteurs et récolteurs, à l'image aujourd'hui encore de Marie-Josée et de son père Francis. Alors, pour distiller, souvent la lavande est plus courte et on coupe ce qu'on appelle, comme dans la montagne, les vieux coupeurs, à main renversée, vous voyez, comme ça, vous voyez, ça va plus vite. Bon, effectivement, la coupe à la main, et c'est difficile, c'est les reins qui en prennent un coup. Comme vous voyez, à la fin de la journée, on est fatigué, quoi, c'est sûr. On coupait pour distiller. Car les paysans ne se contentent pas de vendre aux parfumeurs des bouquets de lavande séchés. Ils s'adonnent à la distillation, qui permet d'obtenir l'huile essentielle de lavande grâce à une invention de la fin du XIXe siècle, les alambics mobiles. Loués ou achetés par les lavandiculteurs, ils sont apportés à dos de mulet jusque sur ces hauteurs. Ce sont des villages entiers qui s'en trouvent transformés. Avant, Mévouillon, c'était pauvre, les maisons. Et, elles avaient une toiture, mais nous, la toiture nous tombait dessus, ma foi. Oui, on n'allait pas au docteur, on mangeait ce qu'on avait. Les gens, quand ils ont vu que la lavande, ça y rapportait un peu des sous, ils ont pu acheter un peu et ils ont dit maintenant, on balance le troupeau, on balance les bêtes. La lavande, ma foi, on l'aime. On l'aime, la lavande. Sur le plateau de Valençol, la terre est tout aussi rocailleuse et la sécheresse plus implacable que sur les hauteurs. Nul ne songe ici à cultiver de la lavande, jusqu'à une découverte majeure dans les années 1920. Alors que les chercheurs des industries du parfum s'ingénient à trouver le moyen de produire toujours plus de lavande, des paysans de la région leur font part d'une variété particulière, plus rare que la lavande aspic, mais moins exigeante en humidité, le lavandin. Le lavandin est issu donc de la lavande fine et de la lavande aspi. Et donc les abeilles ont butiné les deux plantes et sont allées générer une graine qui est tombée au sol, donc qui a été enterrée très peu par les chèvres et les moutons qui passaient, et ce qui a permis de créer cet hybride donc, qui est le lavandin ici. Donc voilà, le lavandin est là. Le lavandin il s'est bien adapté sur le plateau de Valençol, parce que c'est une plante qui est plus rustique en fait que la lavande. Particulièrement généreuse en huile essentielle, la plante miraculeuse est reproduite par bouture et cultivée sur des centaines d'hectares. Le lavandin recouvre progressivement tout un pan du territoire. Au moment des récoltes, en juin et juillet, les saisonniers embauchés à la tâche fournissent un travail harassant sous un soleil de plomb.
Déjà, dans un premier temps, on était beaucoup plus nombreux pour le couper. Il y avait des équipes de 5-6 coupeurs dans un champ, pour que ce soit rapide. Et en mécanisant, on a monté encore d'un cran. Avant, les champs étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus morcelés. On a regroupé des parcelles pour que ce soit plus facile à travailler. Donc ça a aussi modifié l'aspect du plateau. Les modes de vie aussi en sont modifiés. Au cours du XXe siècle, toute une activité s'installe autour de la lavande. Dans les foires notamment, se croisent et se rencontrent à la saison des récoltes cultivateurs, marchands et parfumeurs. La lavande n'était pas seulement cet après-midi-là un label ou un simple slogan publicitaire. En effet, des multitudes de ces épis mauves et bleutés garnissaient les chars à l'exclusion de tout autre ornement. Un beau succès. Les épis bleus passionnent. Alors, pour séduire les touristes, de plus en plus de villages se mettent à promouvoir leur fête de la lavande. Les anciens patelins dépouillés de la Drôme se remplissent l'été de visiteurs aimantés par le cliché d'une Provence authentique. On raconte que les artistes et les poètes s'en sont fait l'écho depuis des temps immémoriaux. En fait, la lavande n'a jamais été chantée de façon systématique et tout le temps et par tout le monde. Parfois, peut-être, elle peut apparaître dans un tableau, mais vraiment comme un point. C'est vraiment à partir de l'entre-deux-guerres, à un moment où quand même apparaissent les premiers chants de lavande véritablement, qu'on observe un attrait et une multiplication des images, à la fois à la convergence de professionnels du tourisme qui cherchent à faire la promotion de la Provence, mais le professionnel aussi de la parfumerie qui, par rapport à la lavande, cherche à promouvoir ce produit. Et puis également d'artistes, de peintres, etc., qui surfent sur une image comme Genot, qui, à la demande d'ailleurs de la Société de parfumerie française, vont écrire des textes sur la lavande. Jean Giono, le chantre du pays provençal, qui vante la simplicité de cette terre épargnée par la modernité, publie ainsi La Lavande en 1958 dans la revue La France et ses parfums. Un texte repris ensuite dans un recueil intitulé Comme il se doit, Provence. La lavande est l'âme de la Haute-Provence. Qu'on l'aborde par la Drôme, par le Dauphiné ou par le Var, cette terre offre ses étendues désertes couvertes de violets et de parfums. Que tant de force soit dans un parfum ne peut paraître exagéré qu'à ceux qui n'ont jamais eu à se réconforter l'âme en touchant l'âme d'une patrie. Avec le développement de la grande consommation, les marchands de lessive notamment, travaillent sur cette imagerie. La Provence associée à la fraîcheur, alors qu'en fait il fait quand même chaud, c'est la fraîcheur, la dimension naturelle aussi, et puis la couleur bleue. La lavande, elle est devenue un produit, elle est devenue une image, elle est devenue donc un support d'imaginaire aussi, alors que le paradoxe, c'est qu'en fait ça ne fonctionne que pendant un mois, même pas, en termes d'image et de paysage, quoi, en fait. Donc les gens qui viennent en août, ils sont un peu déçus. Aujourd'hui, des centaines de milliers de visiteurs se prennent chaque été en photo sur le plateau de Valençol, parmi les lignes impeccables de fleurs bleutées qui s'épanouissent à perte de vue. Pour satisfaire l'image et le marché, les cultures de lavande sont parfois dopées au risque de les épuiser et de les rendre plus vulnérables aux maladies. Depuis les années 70, le dépérissement de la lavande, provoqué par une bactérie transmise par un insecte, a détruit toute une partie des plantations de Provence. Des agriculteurs, comme Yann Sauvert, entreprennent aujourd'hui de renouer avec des pratiques plus durables pour tenter de réparer la terre. À une époque, on avait des parcelles en lavandin qui duraient maximum 5 ou 6 ans parce que beaucoup de maladies qui s'appelaient le dépérissement. Donc on s'est dit qu'il fallait changer, viser l'autonomie et essayer de limiter un peu les effets de ce qui nous embête, donc le climat, les ravageurs éventuels et tout ça. Donc d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, c'est-à-dire d'aller encore plus loin. Du coup, on utilise 0 pesticides
et très peu d'engrais, c'est-à-dire le compost qu'on fait nous-mêmes avec le fumier des brebis. Pour la distillation, Yann Sauvert opère à la façon des anciens. On remplit la cuve à la main, on tasse les grains au pied et chacun y met du sien. Il se sert des résidus de lavande comme source d'énergie pour obtenir l'huile essentielle et prolonge ainsi le projet agroécologique initié par son père en 1999 dans la ferme dont il a hérité. Historiquement, c'est familial quand même, c'est-à-dire que ça a été transmis du côté de mon père depuis pas mal de générations. L'idée, c'est qu'on le transmette aussi. Et donc, c'est de ne pas user notre outil de travail, quoi. C'est-à-dire faire en sorte qu'on remette les terres au moins dans le même état, voire dans un meilleur état que ce qu'on les a eu nous. Donc il y a beaucoup à faire, c'est super intéressant, mais il faut qu'on s'y mette un peu tous collectivement aussi pour avancer plus vite, quoi. Ici, les herbes poussent librement entre les lignes de lavande pour que ces plants durent plus longtemps. Et des amandiers, comme on en voyait il y a 100 ans, ont été plantés en bordure de champs pour maintenir l'humidité. On a toujours cette historique qu'il faut qu'entre les lavandes, ce soit du sol nu. Forcément, ça ne fait pas la carte postale qu'on a en tête de que du violet dans les parcelles. Il y a autre chose au milieu. Je pense qu'il faut reconstruire une autre image, en tout cas, de cette carte postale et arriver à vendre cette image de lavande avec autre chose à l'intérieur et que ça peut être très joli aussi, quoi. C'est une autre plante qu'on va cueillir maintenant en Albanie. On va même la manger. Hervé Hay, notre cuisinière, nous réserve une recette typique aux orties pour papilles. Nous sommes ici à Voskopoï, un village très ancien connu pour ses églises. Il y en a 24, visitées par les touristes, locaux ou étrangers. Avant, le village comptait 35 000 habitants et nous ne sommes plus que 1000 aujourd'hui. Mais les touristes viennent nombreux l'été. Nous allons cueillir des orties, car je vais préparer un lacror aux orties. C'est très apprécié par les touristes. Ce sont des orties fraîches qui viennent de pousser. J'ai un gant pour la main droite, mais pas pour la gauche. Il suffit de serrer fort les orties pour qu'elles ne piquent pas. On va commencer par préparer les orties. On enlève la tige, on garde les feuilles. Nous consommons les orties car c'est délicieux. Et c'est aussi très bon pour la santé, pour régénérer le sang. En plus, il y en a énormément à Voskopoï. Tu en arraches une, il y en a une autre qui pousse derrière. Je vais les hacher, puis les rincer à l'eau froide, avant de les faire revenir dans du beurre. Je mesure approximativement les quantités. Je sais qu'il me faut à peu près ce tupperware rempli. Je vais m'attaquer à la pâte du lacror. On mélange 1 kg de farine avec du sel, puis on ajoute l'eau. On saura que la consistance est bonne si la pâte se détache de la main. Il faut pouvoir la ressortir toute propre et c'est bon. Ma mère me disait toujours, il faut que ça te plaise à toi-même. C'était sa règle principale. Lorsque tu cuisines quelque chose, si ça te plaît à toi, alors tu peux le faire goûter à d'autres. Sinon, ce n'est pas possible. Je finis de pétrir la pâte. Je la divise en pâtons, toujours à l'œil.
Puis je vais la baisser et la travailler pour former les feuilles du lacroix. Je mets un peu de maïzena. Ça empêche la pâte de coller au plan de travail. Je ne mets pas de farine, ça alourdirait la pâte et la rendrait plus dure. Je façonne un rond, de la forme et de la taille du plat. Ça, c'est fait par les ferrailleurs, en fer. Il y a des cendres au-dessus et une bordure pour les empêcher de tomber. Remonte-le, on l'a peut-être brûlé. Ça cuit par le dessus et avec la braise en dessous aussi. Attention, il faut des braises, hein, pas de flammes. Ça prend 10 minutes. Les Albanais mangent régulièrement du lacror, et encore plus ici, à Voskopoï. C'est très bien fait, juste comme il faut. Vous allez le goûter, n'est-ce pas? Ça va vous plaire. Elle a l'air délicieuse cette tourte, mais j'ai quand même l'impression qu'Hervé, notre cuisinière, n'est pas très douillette. Je veux bien vos conseils pour ramasser les orties à main nue, sans se piquer. Allez, direction New York pour notre 4e étape. Et c'est un jeu de piste inattendu que je vous propose, à la recherche de la muse la plus célèbre de Manhattan. À New York, on lève toujours la tête, happé par les gratte-ciels qui quadrillent la cité. À leur sommet, des antennes et pour certains, des sculptures, comme pour le Municipal Building et sa grande dame dorée. Une statue qui cache un secret, celui de l'étonnant destin d'une New-Yorkaise. En 2004, l'artiste allemande Andrea Geyer se pique de curiosité pour cette sculpture et en cherche le modèle. C'est l'une des plus grandes sculptures de la ville encore aujourd'hui. Et pourtant, si les gens lèvent les yeux vers elle, ils ne savent pas qui elle est. À l'époque de sa création, en revanche, elle était aussi connue qu'un top modèle le serait aujourd'hui. Cette star, c'est Audrey Munson. Au début du XXe siècle, elle est surnommée la Vénus américaine ou encore Miss Manhattan. Dans les rues de New York, pour qui sait la voir, sa discrète silhouette est omniprésente. À Columbus Circle, elle incarne l'Amérique triomphante, l'allégorie du sacrifice et celle du devoir. Aux abords de l'Hudson, sur l'un des premiers monuments aux morts dédiés aux pompiers, la voici en veuve éplorée. Et dans l'Upper West Side, elle contemple tristement un jardin en hommage à des disparus du Titanic. Toujours ces mêmes traits, cette douceur et cette force. Je l'ai cherchée partout dans la ville et ce qui était magnifique, c'est que je pouvais la reconnaître parce que son visage est vraiment unique, très particulier. Alors, une fois que je savais à quoi elle ressemblait, j'ai commencé à la reconnaître dans la pierre, sur les façades, un peu partout à New York. 3 ans durant, Andrea Geyer mène l'enquête. Elle confirme qu'à New York, Munson a inspiré une quinzaine de sculptures majeures. Au tournant du XXe siècle, Munson est la muse, celle que tous les artistes du mouvement Beaux-Arts s'arrachent. Ce qui est vraiment intéressant avec Munson, c'est qu'on la sollicitait énormément comme modèle. Bien sûr pour son corps magnifique, mais aussi pour son visage parfait. Elle avait cette symétrie qui rappelait les canons de beauté grecs. À la bibliothèque municipale, où Audrey figure encore sous les traits de l'allégorie de la beauté, Andrea Geyer découvre son histoire.
Munson est née en 1891 à Rochester. Enfant artiste, passionnée de théâtre, elle s'installe à Manhattan avec sa mère après le divorce de ses parents. Et un soir, sur la 5e avenue, à l'aube de ses 16 ans, Alors qu'Audrey et sa mère faisaient du lèche-vitrine, elles furent suivies par un homme. Elles comprirent vite qu'il s'agissait d'un photographe, intéressé pour qu'Audrey pose dans son studio. Audrey eut de la chance. Ce photographe était ami avec de nombreux artistes de Greenwich Village. Et très vite, elle se mit à poser pour beaucoup d'entre eux. Audrey s'impose. Plus encore qu'un visage, elle incarne une discipline. Rigoureuse, endurante. Elle fait même de la pose son art. Elle prenait grand soin de son corps. Elle ne portait plus de corset ni de talons hauts pour rester tonique et garder une silhouette harmonieuse. Elle pouvait tenir des poses très difficiles pendant des heures, ce qui permettait aux artistes de vraiment travailler les détails. Et puis, elle ne s'est jamais laissée séduire par les tentations des studios de l'époque. Les fêtes, les hommes, l'alcool, la drogue. Non, Audrey s'intéressait avant tout au processus créatif. En 1915, Audrey est choisie comme source d'inspiration pour plus de 1500 sculptures féminines lors de l'exposition universelle de San Francisco, organisée pour célébrer l'ouverture du canal de Panama. Mais tandis que les sculpteurs beaux-arts, Calder, French, Weinman, entrent dans l'histoire et marquent la ville de leur empreinte, Audrey ne touche toujours que 35 cents par jour. Alors en 1921, elle prend la plume. Dans une chronique du New York American, intitulée « La reine des studios d'artistes », elle s'offre enfin une tribune. Dans ses articles, elle a vraiment politisé le rôle des modèles. Elle ne plaidait pas seulement pour elle et pour sa propre renommée, mais aussi pour toutes celles qui travaillaient dans l'ombre des ateliers, sans reconnaissance. C'est ce qui m'a permis de la voir comme une féministe avant l'heure. Audrey reversera même l'équivalent d'une journée de salaire au mouvement suffragiste. Pionnière et militante, elle l'est aussi en tant qu'actrice. Elle fut la première femme à apparaître nue dans un film non pornographique. Un geste vraiment audacieux pour l'époque, qu'elle a osé malgré les conséquences que cela pouvait avoir sur sa vie. Beaucoup la considéraient encore comme indécente pour avoir osé se dévêtir devant une caméra. Après Inspiration en 1915, où elle incarne un modèle, elle enchaîne avec Purity, où elle joue une muse en 1916. Audrey Munson n'a quasiment touché aucun droit d'auteur sur ses films. En réalité, lorsqu'elle a voulu devenir créatrice elle-même, tenter de lancer sa propre société de production, être artiste à part entière et travailler en son nom, elle s'est heurtée de plein fouet aux limites imposées aux femmes de son temps et à tout ce qu'il leur était impossible de faire. À 28 ans, la carrière d'Audrey vacille. Victime du déclin du mouvement Beaux-Arts, le travail se tarit. Après une tentative de suicide, elle est internée en 1931. Mais Audrey, fidèle à elle-même, défie le destin et vivra heureuse loin des projecteurs, avant de s'éteindre à 104 ans. Aujourd'hui, fini l'anonymat. Ce visage qui orne les ponts et les musées, vous pourrez y mettre un nom, Audrey Munson. Une femme de caractère, une vraie New-Yorkaise. Retour à notre devinette. Avez-vous trouvé quelle idée révolutionnaire avait eu un aristocrate anglais pour financer l'entretien de son domaine? Eh bien, il l'a transformé en parc safari. Voilà le domaine en question. Longleat, c'est son nom. Henry Tyne, 6e marquis de Bath, en est le propriétaire. Mais posséder un château peut vite tourner au gouffre financier. Alors pour conserver sa propriété, Lord Tyne imagine en 1966 une attraction hors norme. Grâce à un ami opérateur de cirque, il entreprend de faire venir des lions, des girafes ou des hippopotames sur son domaine. Il crée ainsi le premier parc safari en dehors de l'Afrique, en pleine campagne anglaise. Et c'est cette expérience qui a inspiré en France Paul de Lapanouse pour ouvrir le parc de Thoiry, sur son domaine familial. Bis bald.